Bonjour à toutes et à tous. Merci de vous être connectés, de vous connecter si nombreux et si nombreuses. On est très, très heureux, toute l'équipe de BibDoc, et puis évidemment, je sais que nos collègues de Verdun aussi, de vous accueillir si nombreux et si nombreuses. En raison du nombre de connexions, on a dû modifier le format, vous vous en êtes bien rendu compte, puisqu'on est passé sur Facebook. Je tiens d'ailleurs à remercier et à féliciter l'équipe de Verdun d'avoir pu organiser une telle modification si rapidement. Du coup, du fait de cette modification, il y aura aussi une légère modification des règles d'échange. On va vous proposer de poser vos questions sous forme de commentaires sous la vidéo. Et donc, ensuite, on pourra traiter ces questions à la fin de chaque intervention. Donc, n'hésitez pas, évidemment, à poser vos questions. On les traitera toutes dans la mesure du possible. On va passer rapidement à une petite présentation de nos intervenants. Donc, je vous rappelle la thématique d'aujourd'hui, concevoir et animer un événement participatif. C'est un retour d'expérience autour de ce qui s'est passé à Verdun. Donc, nos intervenants, Michael Georges, docteur en histoire médiévale, bibliothécaire et chef de projet de la médiathèque de l'Ancre. Et à ses côtés, Benoît Hérault, référent numérique de l'Ancre, qui vont donc nous parler et nous présenter le projet magnifique qu'ils ont mené et qu'ils continuent de mener à Verdun. Messieurs, je vous laisse la parole. Bonjour Gwendoline, bonjour à tous. Merci beaucoup de nous suivre aussi nombreux ce matin dans un format qui effectivement a changé un petit peu. On va néanmoins essayer de vous laisser toute la place qui peut être la vôtre dans un atelier participatif comme on comptait le mener au départ sur Bicast, mais ici à travers les commentaires que nous feront remonter nos collègues de Tours, qu'on remercie encore une fois de l'invitation et de cette présentation. Alors, on va avoir donc une présentation à deux voix, en deux temps, avec autour de deux événements participatifs menés par la médiathèque du Grand Verdun. Le premier en 2019, qui est un atelier de biblioremix que je vais vous présenter, et puis ensuite un atelier autour de la construction de notre médiathèque de manière virtuelle sur Minecraft, qui a été piloté par Benoît à partir de 2020, qui est toujours en cours, et qu'il va vous présenter dans quelques instants. Alors, pour commencer avec ce biblioremix, vous avez ici le plan que je vous propose, c'est un plan en trois parties. Comme l'a dit Gwendoline, c'est peut-être ma formation d'historien qui fait que je vous propose aujourd'hui un plan en trois parties. Mais c'est un plan qui va être totalement disproportionné, hein. Vous allez avoir, je vais insister dans un premier temps sur le contexte, pourquoi on a mené cet atelier de biblioremix, pourquoi on a prévu de la formation pour le personnel de la médiathèque, et bien tout simplement parce qu'on a un projet de nouvelles médiathèques dont les travaux vont bientôt commencer. J'insisterai en fait surtout sur le deuxième point, qui est effectivement en phase avec les journées d'études BibDoc sur la participation des publics en bibliothèque. Je reviendrai donc sur la formation qui nous a permis de préparer et de concevoir cet événement participatif et l'événement lui-même ensuite en octobre 2019. Et enfin, je vous dirai un petit peu quelles ont été les suites données à ce projet, puisque bien évidemment, on lui a donné des suites concrètes. Et ça s'est notamment vu également dans la médiathèque Minecraft que vous présentera Benoît dans quelques instants. Alors, en guise d'introduction, eh bien, tout simplement, l'idée, c'est vraiment de vous montrer qu'on avait un projet de nouvelle médiathèque. Et c'est bien évidemment dans ce cadre-là qu'on a essayé de réfléchir à la place des ados et à l'aménagement de ce futur établissement. Ça semblait d'autant plus important que on avait une ancienne médiathèque, pas forcément très adaptée, dans un ancien bâtiment hein, qui date du début des années 1920. Un bâtiment peu fonctionnel, enclavé hein, au fond d'une impasse, dans une rue pas très visible depuis l'extérieur. Et puis lorsque vous rentrez à l'intérieur, alors j'ai fait un petit clin d'œil, une ancienne signalétique hein, qui était encore visible il y a quelques mois ou quelques années. Et puis l'ancienne entrée de la médiathèque, de la bibliothèque de Verdun ici, avec pas très très chaleureuse, pas très accueillante. Et lorsque vous rentriez dans cet espace-là, eh bien c'était voilà, une place tout à fait importante donnée aux collections, avec un espace relativement exigu, des collections relativement surchargées, peu d'espace pour s'installer, pour de l'animation, pour de l'action culturelle. Donc l'idée, c'était effectivement de changer ce projet-là, d'avoir une réhabilitation totale du bâtiment. Et donc, si vous regardez par rapport à la photo d'avant, hein, on a le même bâtiment, mais qui est intégralement réhabilité. L'idée, c'est d'avoir un bâtiment qui soit le plus fonctionnel possible, un bâtiment ouvert, lumineux, un bâtiment accueillant, qui nous permette bien évidemment de mettre en valeur les collections, qui restent le cœur de notre métier, mais également de proposer une offre beaucoup plus riche, diversifiée, autour de la médiation, du numérique, du jeu vidéo, et également d'en faire un lieu de rencontre, de partage,
Ça sera le cas notamment au niveau du parvis, hein, qui est aujourd'hui un espace qui est très peu utilisé, mais qui deviendra vraiment le premier espace d'accueil de la médiathèque. Et puis également, vous pouvez le voir sur la photographie de droite, avec un espace ici au sommet du bâtiment, hein, au niveau d'une grande terrasse panoramique qui permet d'avoir une vue tout à fait splendide sur Verdun, sur la ville haute, sur le deuxième site de la médiathèque, qui est une médiathèque, là pour le coup, d'études et de patrimoine. Mais ces deux sites-là sont intimement liés, c'est ce qui fait qu'on a ce nom, l'encre, avec deux orthographes, hein, A et E. Alors, ce bâtiment-là, on n'en doute pas, il va bien évidemment attirer le public, mais avant cela, il faut réussir à le concevoir. Alors là, je vous montre deux plans. Pourquoi? Parce que au début, lorsque le projet était sur les rails au tout début, vous avez ici deux plans de l'avant-projet sommaire, hein, au début du projet. Où, qu'est-ce qu'on voit ici? Eh bien, vous avez deux espaces qui sont superposés. Sur la gauche, vous avez le sous-sol, et sur la droite, vous avez le rez-de-chaussée bas, c'est donc deux niveaux, deux demi-niveaux superposés. Si je vous les montre, pourquoi? Ben, c'est parce que lorsqu'on a voulu travailler sur le projet, les premiers plans nous posaient un certain nombre de soucis, notamment en termes de modularité. Vous avez là, dans le sous-sol, une très belle salle de rencontre culturelle qui est une salle gradinée, mais qui était avec des gradins fixes. Donc on pouvait uniquement en faire une salle de spectacle, une salle de projection, mais peu d'autres choses. Donc pour gagner en modularité, l'idée a été de rajouter un espace de stockage, une réserve juste à proximité pour que cette salle de rencontre culturelle puisse devenir, quand on le souhaite, une salle d'atelier, une salle de travail, une salle de réunion, peu importe. L'idée étant de pouvoir être le plus réactif et le plus modulable possible. Sauf que en ajoutant ici un espace de stockage, eh bien, on a modifié en partie les contraintes architecturales du bâtiment. Donc, vous voyez, je suis passé sur une deuxième vue. Là, on a des plans qui sont en phase avant-projet définitif. Eh bien, on a cet espace de stockage. Et puis, il faut s'imaginer donc le niveau juste au-dessus, hein. Vous voyez qu'on a exactement le même mur. Eh bien, vous avez là, ici, cet espace-là. Alors, en plus de l'espace de stockage, vous avez un escalier de secours qui dessert l'intégralité du bâtiment sur toute la hauteur, hein, un escalier encloisonné, hein. Eh bien, ça nous a imposé en fait un mur ici, un mur très fort qu'on ne pouvait pas déplacer. Et donc, entre ce mur et les autres salles, les autres pièces de la médiathèque, eh bien, ça a donc créé deux petites alcôves, deux minuscules alcôves, je pourrais même ajouter, puisque ce sont des alcôves de 6 mètres carrés. Et là, eh bien, quand on se pose la question avec les collègues de ce qu'on va en faire, on a un petit peu de mal à savoir. L'architecte met à juste titre ici une alcôve jeu vidéo. Vous n'arrivez peut-être pas à voir, encore que si vous avez un écran assez grand, peut-être que c'est visible. Mais une alcôve jeu vidéo ici de 6 mètres carrés, on peut y faire des parties à un ou deux, pas forcément dans des conditions idéales. Donc ça ne nous semblait pas optimal. Ça d'autant plus qu'on imaginait plutôt faire des jeux en tournoi dans cette grande salle de rencontre culturelle et également donner toute sa place aux jeux vidéo dans l'intégralité de la médiathèque avec des choses qui sont facilement déplaçables, modifiables. Donc, deux petites alcôves qu'on qualifiait parfois de placards à balai, voilà, parce qu'on ne savait vraiment pas quoi en faire. Alors, cette problématique de placard à balai, vous voyez, ça, c'est Nicolas Bedon qui nous a aidés sur cet atelier de co-construction, cet atelier de Biblioremix, qui avait modélisé en 3D cette petite pièce de 6 mètres carrés, 3 mètres par 2, et une personne, vous voyez, par rapport avec l'échelle, bon, bah voilà, on se dit, qu'est-ce qu'on peut y faire? Pas grand-chose. Et puis, il y avait une deuxième question qu'on se posait, c'était celle de la place des ados, hein, que vous êtes sans doute posé, vous aussi, à un moment ou à un autre, dans votre médiathèque ou dans votre bibliothèque. Et la question, c'était de se dire quelle place on donne aux ados. Est-ce que l'on leur réserve un lieu particulier? Est-ce qu'au contraire, on essaye de faire en sorte que la médiathèque soit accueillante pour eux dans l'intégralité des espaces? Et puis, il y avait une proposition, qui est d'ailleurs encore toujours d'actualité, hein, c'est de dire, on a ici dans le hall d'accueil, hein, dans le hall d'entrée, une mezzanine en partie haute qui sera essentiellement consacrée aux BD, aux mangas. Et donc l'idée est peut-être de les accueillir dans cet espace-là. Mais ça ne nous satisfaisait pas totalement. Alors, une problématique de placard à balai, une problématique autour de la place des adolescents. Bien, c'est dit, si nous, on n'arrive pas à y répondre, faisons confiance à l'intelligence collective et essayons de nous adresser directement aux usagers pour préparer avec eux, concevoir avec eux ce que seront ces deux espaces, ces deux alcôves-là. Et c'est donc ici, à ce moment-là, qu'est né le projet de Biblioremix, centré autour des ados, en tout cas pour ce projet-là. Alors le problème, c'est ma deuxième partie, hein, je vais vraiment arriver sur la préparation de cet événement participatif.
Le problème, c'est que personne dans l'équipe n'avait jusqu'alors préparé un tel événement. Par ailleurs, hein, le projet nous semblait tellement important, tellement ambitieux que on ne souhaitait pas se limiter à une préparation en interne, quelque chose de maison fait à la va-vite. Il fallait vraiment qu'on y consacre toute l'énergie et tout l'investissement nécessaire. Donc, s'est posé la question de faire intervenir un prestataire extérieur dont l'expérience, les talents nous auraient permis de réaliser cet atelier de co-construction, cette journée de biblioremix. Sauf que lorsqu'on a contacté Nicolas Bedon, que vous voyez à l'écran, et on s'est dit que peut-être l'idéal, ça serait de profiter de cet atelier de biblioremix pour former le personnel à la conception d'événements participatifs pour l'aider à prendre connaissance des techniques de design thinking, de co-design, etc., etc. Donc c'était là encore de la co-construction, y compris dans la formation, et comme pour les alcôves, eh bien, on voulait faire d'une pierre deux coups. Le premier coup, eh bien, c'était en fait donc la formation. Une formation qui s'est tenue en deux sessions. Une première ici à la bibliothèque d'études au mois de juin 2019, qui était uniquement réservée au personnel de la médiathèque. L'idée était bien évidemment de revenir de manière assez théorique dans un premier temps sur les notions clés du design thinking, de revenir sur les intérêts aussi de cette pratique pour les bibliothèques, mais aussi et surtout de commencer en fait à préparer concrètement un événement pour Verdun et de choisir avec l'ensemble de l'équipe les outils que nous allions utiliser pour mener cette journée de biblioremix. Deuxième partie de la formation qui s'est tenue quelques mois plus tard, en octobre, hein, juste avant la tenue de la journée biblioremix. 2 jours de formation euh, consacrés, là, cette fois-ci, uniquement à la préparation de la journée et à l'organisation de cette journée. Dans un premier temps, avec les bibliothécaires, on a encore réfléchi cette fois-ci aux activités qu'on allait proposer, on les a testées avec Nicolas. Et puis, dans un second temps, vous voyez, c'est la photographie à droite, on s'est retrouvé dans la salle du conseil de l'hôtel de ville de Verdun avec nos collègues de l'Adosphère. C'est une structure qui dépend du service jeunesse de la communauté d'agglomération du Grand Verdun et qui accueille des jeunes adolescents pendant les vacances scolaires, pendant les petites vacances, pendant les grandes vacances, et qui co-construisent avec eux le programme, les activités de ces semaines passées ensemble. Donc on voulait vraiment s'appuyer, nous, sur cette expérience-là, sur cette expertise de nos collègues, travailler en transversalité avec eux pour vraiment faire en sorte que notre atelier de biblioremix se passe dans les meilleures conditions possibles. C'était d'autant plus intéressant pour nous que, peut-être comme ça se passe chez vous, eh bien, on a des difficultés à garder, à attirer les adolescents, encore plus dans la bibliothèque à l'ancienne que vous avez vu tout à l'heure. Et donc, c'était un moyen pour nous d'associer non seulement des usagers de la médiathèque, mais également des non-usagers, parce que la plupart des jeunes de la Dosphère ne connaissaient pas ou peu la médiathèque. La deuxième journée qui a été consacrée donc à la préparation de l'atelier, c'est donc faite avec nos collègues de la Dosphère. Et vous voyez là ce poster très grand que je n'ai pas pu mettre en entier ici sur l'image. Mais le but était vraiment très concrètement de définir les rôles de chacun, la place, les activités, les transitions entre les activités, le matériel nécessaire, le temps à y consacrer à chaque fois. Et le tout, sachant que les uns pouvaient compter sur les autres, hein, c'était vraiment un travail collectif en co-construction au sein de la médiathèque dans un premier temps, puis avec les jeunes dans un second temps. Alors, puisque un certain nombre de jeunes de la Dosphère, je vous le disais il y a un instant, ou même la plupart d'entre eux ne connaissaient pas ou peu la bibliothèque de Verdun, eh bien, on a décidé de leur parler du projet de biblioremix dans un premier temps in situ. Hein, c'est les deux images que vous voyez sur la gauche. On leur a présenté la bibliothèque, la façon de travailler à ce moment-là. Et l'idée, c'était de leur faire découvrir le projet dans les locaux pour leur dire d'où l'on partait avant de savoir où on voulait aller avec eux. Et puis, pour leur ouvrir un petit peu l'esprit, pour leur faire découvrir un certain nombre de choses et leur montrer un petit peu tout le champ des possibles, on a eu la chance d'aller avec eux à Puzzle, hein, ce troisième lieu qui est situé à Thionville, où on a été accueillis et très très bien guidés par Floriane Marielle-Job, sa directrice. C'est un lieu qui est situé à 1 heure de Verdun et qui présente vraiment un tas de choses tout à fait intéressantes pour eux, qu'ils ont découvert avec beaucoup d'intérêt autour du mobilier, autour de l'offre, autour du numérique. L'idée, c'est un petit peu de leur dire, voilà, le projet de Verdun, de la future médiathèque et des alcôves sur lesquels on va vous demander de travailler avec nous, eh bien, il est un petit peu entre les deux. Assez loin de cette bibliothèque ancienne que vous avez découverte il y a quelques jours, et en même temps,
quand même peut-être pas de l'ampleur de Puzzle à Thionville, parce que tout d'abord, les moyens financiers alloués au projet de Verdun ne sont pas les mêmes. Et puis de deux, parce qu'en termes d'espace, eh bien, c'est très différent. On va avoir une lecture publique à Verdun qui sera autour de 1500 mètres carrés, alors que à Puzzle, c'est trois fois cette taille-là. Une fois qu'on a fait ces visites avec eux, on était au mois d'août, on arrive au mois d'octobre, on est ici le 31 octobre, donc le jour de notre Biblioremix. On est là, à ce moment-là, en plein pendant les vacances. C'est-à-dire que vous avez des jeunes qui ont consacré une journée de leur temps pleinement pour cette action, cet événement participatif. Donc l'idée pour nous, ça a été vraiment de les accueillir de la meilleure façon possible. On voulait vraiment qu'il y ait une vraie convivialité et qu'on puisse leur faire passer malgré tout une journée. Parce que voilà, ils allaient quand même bosser avec nous de 10h à 17h. L'idée, c'était aussi de leur montrer toute la place et tout l'intérêt qu'ils avaient dans le projet de la future médiathèque. Et donc, lorsqu'ils sont arrivés, en plus des croissants, du jus d'orange, ils ont eu le droit à leur badge, ils ont eu le droit vraiment à un accueil presque VIP. Je reprends ce terme parce que certains ils l'ont décrit comme ça. Donc, on s'est retrouvé au début avec les collègues de la Dosphère et de la médiathèque hein, pour faire un petit briefing avant, bien se redire qui faisait quoi. Et on a démarré donc avec un atelier en plénière hein, où on a fait présenter le projet pour les jeunes qui n'avaient pas participé à la Dosphère au mois d'août. Et puis également pour commencer à s'échauffer un petit peu, à se rencontrer et à pouvoir travailler ensemble. La journée s'est en fait déroulée en deux temps principaux. Le matin, autour d'activités de brainstorming, de remue-ménage. Voilà, l'idée c'était vraiment d'y aller tous azimuts, de pouvoir proposer un certain nombre de choses, ne pas avoir peur de proposer des choses totalement folles pour au final proposer un certain nombre de projets. Alors, ces idées-là, on leur a demandé de travailler sur deux thématiques principales. La première, c'était de dire, pour vous, c'est quoi une bibliothèque et ça serait quoi une bibliothèque idéale? Et puis, dans un second temps, dans la vie, de manière générale, qu'est-ce qui vous fait vibrer? Quels sont les lieux que vous aimez? Quelles sont vos activités préférées? En gros, qu'est-ce que vous kiffez dans la vie? Parce que Nicolas leur avait présenté comme ça. Et donc, l'idée, c'était de dire, à partir de ces deux idées-là, ils ont pioché dans les centaines de post-it qui étaient accrochés soit au mur, soit sur des tableaux blancs, pour prendre une idée bibliothèque et une idée kiff. Et donc, on leur a demandé ensuite de travailler sur un principe qui nous semblait vraiment intéressant et qu'on a accepté lorsque Nicolas nous l'a proposé, c'est un principe de mash-up, hein, de mélange d'idées. Une idée bibliothèque, une idée kiff, vous nous proposez un projet. Et donc, sur les dizaines de projets qui avaient été proposés par les jeunes, eh bien, on a réuni de nouveau l'ensemble du groupe, on les a placés par terre, ces projets, et puis comme ça, petit à petit, on a vu autour desquels projets commençaient à s'agréger le maximum de jeunes. Et donc sur les dizaines de projets qui avaient été produits au cours de la matinée, eh bien on en a retenu 6, hein. Comme ça, il y avait environ 3-4 jeunes par groupe, puisqu'ils étaient 24 ou 25, hein, si mes souvenirs sont bons. Et on avait donc 6 projets retenus pour que l'après-midi, on puisse ensemble essayer de les prototyper, de tester ce projet-là pour voir s'ils étaient réalisables. Entre-temps, heureusement, on arrive après une matinée tout à fait chargée, et donc là encore, je vous dis, on a vraiment insisté sur la convivialité. Nos collègues de la Nosphère n'ont absolument pas lésiné sur les moyens. Il y avait presque plus de pizza que de jeunes présents, et ça a été vraiment pour eux un moment tout à fait formidable d'échange, voilà, d'échange informel, de convivialité. Ça, c'est vraiment, si je peux me permettre un conseil, et après, avec le recul sur cet événement-là, je crois que si vous devez organiser, ou si vous ne l'avez encore jamais fait, une journée de Biblio-Remix ou un événement participatif de grande ampleur avec vos usagers, je pense qu'il faut vraiment essayer de ne pas lésiner sur les moyens. On a vraiment quelque chose qui est important parce que ça montre aussi tout l'intérêt qu'on consacre à cet atelier-là. C'est pas juste travailler avec eux, faire semblant qu'on s'intéresse et qu'on fait de la co-construction, mais vraiment la vivre et les associer pleinement. Alors, une fois qu'on a bien mangé, heureusement, tout le monde ne s'est pas endormi parce qu'on a redémarré avec un atelier d'échauffement cette fois-ci. Alors, les groupes qui s'étaient constitués autour des différents projets se sont lancés un défi hein, autour d'un spaghetti challenge. Vous avez sans doute peut-être déjà fait ça. Quelques pâtes, un petit peu de ficelle, du scotch et un chamallow qu'il faut faire tenir en haut de la tour la plus haute possible. Et donc, ça nous a permis non seulement de passer quelques fous rires, de réveiller un petit peu
les esprits qui commençaient à être endormis avec les pizzas. Et ça nous a permis aussi de cerner un petit peu nos ingénieurs en herbe, hein. On commençait à voir qui avait des idées et qui pouvait les mettre en œuvre. Et une fois cet atelier d'échauffement passé, on leur a donc proposé un tas d'outils de prototypage pour essayer de mettre en œuvre les projets qu'ils avaient sélectionnés. Il y en a certains qui se sont concentrés sur l'alcôve en 3D, hein, que Nicolas avait préparé, que je vous ai montré tout à l'heure, pour essayer de dessiner dedans ce qu'ils imaginaient. Il y en a d'autres qui ont travaillé plutôt sur une bande dessinée façon storytelling, et puis d'autres qui ont été plus dans la construction avec notamment des outils Lego dans un premier temps, et puis également de la modélisation à l'échelle 1 avec des cartons. Et ça, c'est intéressant parce que si vous regardez au sol, vous apercevez peut-être ces traits blancs. C'est en fait la taille exacte qu'auront les deux alcôves dans le projet de médiathèque, hein, dont les travaux vont commencer dans quelques semaines. Et donc, c'est intéressant parce qu'à la fois, on voit que c'est petit, mais en même temps, on se rend compte que c'est pas tant placard à balai que ça. Et les jeunes ont vraiment su s'approprier cet espace-là. Hein, ce qui était pour nous vraiment une contrainte, ils en ont fait vraiment un outil pour booster leur créativité et ils nous ont prouvé dans les faits que c'était possible de faire des choses intéressantes. À la fin de l'après-midi, on a donc, une fois que les projets ont été prototypés, hein, parfois certains ont utilisé plusieurs outils en même temps, eh bien, ils ont eu la possibilité, chacune et chacun, de présenter leur projet et de le mettre en valeur pour ensuite le soumettre au vote des uns et des autres. Parce que si on avait 6 projets retenus dans un premier temps, ben, il n'y avait que 2 alcôves. Et difficile, là, je pense quand même de faire beaucoup de modularité dans 6 mètres carrés. Et donc, l'idée, c'était quand même de leur donner la parole et ils l'ont fait d'une façon tout à fait enjouée. C'est vraiment des expériences formidables à vivre, hein. On avait des jeunes qui sont très talentueux, qui avaient un art oratoire presque inné pour certains, qui ont su défendre leur projet avec conviction, l'argumenter et le soumettre ensuite au vote non seulement des autres jeunes, mais également des bibliothécaires parce que ça nous semblait important que les bibliothécaires y adhèrent, hein. C'est l'équipe, ce sont mes collègues qui vont ensuite faire vivre ces 2 alcôves au cours du temps. Il était important qu'ils puissent vraiment y croire et vraiment les faire vivre ensuite. C'est d'autant plus important qu'un certain nombre de jeunes lycéens de l'époque eh bien, ne verront peut-être jamais ces alcôves, sont partis pour leurs études supérieures ailleurs. Et voilà, il faut créer cette continuité-là aussi à travers l'équipe qui fait vivre l'établissement au quotidien. Au final, avec ces votes, alors vous avez peut-être vu, du coup, il y avait un certain nombre de gommettes. Il y a des gommettes de deux couleurs différentes parce que l'idée, c'était de leur dire chacun avait 2 types de gommettes. Des gommettes pour le projet qui leur semblait le plus réaliste, le plus facilement réalisable, tant en termes de manière technique, j'allais dire, et puis aussi sur le plan du budget. Et un autre type de gommette pour le projet le plus waouh, comme disait Nicolas, c'est-à-dire voilà, celui qui leur faisait vraiment le plus envie. Et à l'issue de ce vote, eh bien, on a donc 2 projets qui ont été retenus. Le premier qui est un projet de micro-studio d'enregistrement avec une cabine de son où on peut avoir un chanteur ici, et puis de l'autre côté, un instrument, un piano numérique, une table de mixage, un ordinateur et la possibilité vraiment d'enregistrer plusieurs pistes dans un tout petit espace. Et puis également une cabine de réalité virtuelle. Et pour illustrer ce que je vous disais tout à l'heure sur la créativité qui a été la leur, c'est de dire vraiment, on avait ici, ils nous ont dit sur la porte, on pourrait mettre derrière cette porte se cache le monde. Derrière cette porte, nous, on y voyait un placard à balai et les jeunes nous ont fait découvrir que, en fait, on pouvait imaginer beaucoup de choses parce qu'à travers ce casque, eh bien, on n'a pas besoin de beaucoup d'espace pour aller visiter d'autres pays, découvrir d'autres époques ou jouer et s'évader à travers ce casque de réalité virtuelle. J'en profite pour vous montrer un petit peu quelques images. Alors, j'ai pas pu mettre le poster en entier, mais si Nicolas Bedon est un consultant hors pair, reconnu pour ses qualités d'animation et de transmission, bien c'est aussi un dessinateur tout à fait talentueux. Et donc, je vous invite à découvrir ce poster qu'il a partagé sur les réseaux sociaux hier à l'occasion de BibDoc. On n'a pas eu l'occasion de trop le diffuser à Verdun parce qu'on était en pleine période préélectorale. Il fallait quand même être vigilant là-dessus. On était un peu frustrés, mais on est vraiment ravis que les collègues de BibDoc nous laissent l'occasion d'en parler aujourd'hui. Après, vous me direz, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, comme je vous disais, l'idée, c'était vraiment de concrétiser ce projet-là. Parce que vous l'avez vu sur les plans de l'avant-projet définitif, il n'y avait pas d'alcôve réalité virtuelle, il n'y avait pas d'alcôve micro-studio d'enregistrement. Donc les jeunes des 2 projets qui ont été retenus
sont allés rencontrer Samuel Hazard, le maire de Verdun et président de la communauté d'agglomération du Grand Verdun, au mois de janvier 2020. Vous le voyez ici en bas à gauche. J'ai malheureusement pas pris de photo, c'est un gros regret. J'ai pas pris de photo de cette très belle réunion pendant laquelle les jeunes ont pu défendre, présenter leurs projets au maire et président de la communauté d'agglomération. Mais c'est aussi quand même un petit clin d'œil parce que c'est à partir de cette photographie que Benoît a créé l'avatar de Monsieur le maire lors de l'inauguration virtuelle de la médiathèque dont il vous le parlera dans un instant. Bien évidemment, au préalable, on avait quand même fait valider ces projets-là par l'architecte en charge du projet de la future médiathèque, hein, le cabinet Geoffroy et Zonca, pour nous assurer que sur un plan technique, ça ne posait pas souci. Et puis sur un plan technique également avec nos collègues techniciens de l'agglomération, notamment le directeur technique qui nous a donné de précieux conseils sur les aspects notamment autour du micro-studio d'enregistrement. Et donc tout ça a fait que le projet était valable techniquement, il a été validé politiquement aussi, soutenu très largement parce que on n'est pas uniquement dans le discours de la construction, mais là pour le coup dans la réalisation, même si ça représentera vraisemblablement une petite plus-value sur le projet. Et donc maintenant les alcôves non seulement figurent sur les plans, mais également vous allez les retrouver dans la médiathèque virtuelle qui a été construite par une vingtaine de jeunes autour de Benoît, notre médiateur numérique, et qu'on peut retrouver aujourd'hui déjà dans la médiathèque, alors que les travaux de la vraie médiathèque n'ont pas encore commencé. Et puis, pour finir, hein, juste un petit clin d'œil, vous voyez ici sur cette image, là encore, l'alcôve qui est représenté au sol à l'échelle 1, et on peut mettre 25 jeunes faciles dans 6 mètres carrés. Alors, c'est pas très Covid compatible aujourd'hui, mais qu'est-ce que ça fait du bien de voir ces jeunes rassemblés et de les voir ici autour de ce projet-là. L'idée pour nous, c'était bien évidemment de les remercier après une journée de travail tout à fait intensive et productive, les remercier, de leur laisser un petit souvenir de cette journée-là à travers les t-shirts qu'on leur a offerts à cette occasion. J'en vois encore certains aujourd'hui le porter et ça fait toujours chaud au cœur. Et l'idée, c'était d'en faire des ambassadeurs bien meilleurs que nous, bien plus persuasifs, pardon. L'idée, c'était vraiment qu'ils puissent aller auprès de leurs copains, auprès de jeunes qui parfois sont des non-usagers actuels, pour en faire des usagers futurs de notre médiathèque L'Ancre dès qu'elle sera construite. Et puis, c'est la dernière, cette fois-ci, diapositive promis avant de laisser la parole à mon collègue. L'idée, c'était de dire aussi, à travers cet événement participatif, de former les collègues à la conception, justement, d'événements participatifs. Ça, c'est malheureusement pas trop vérifié jusqu'à aujourd'hui parce qu'entre la fin de la formation et de la journée de biblioremix et aujourd'hui, eh bien, il y a le contexte sanitaire que vous connaissez. Mais bien évidemment, c'est quelque chose qui est ancré dans les esprits, au sein des esprits de l'équipe de la médiathèque. Et d'ailleurs, si on ne peut pas faire d'action culturelle en présentiel, eh bien, on peut aussi trouver d'autres solutions pour continuer à maintenir le lien avec nos usagers et pour créer du lien avec eux. Et c'est ce que Benoît va vous présenter dans un instant, c'est-à-dire je pense que si on essaye de trouver d'autres formats, si on n'a pas peur d'innover, si on n'a pas peur de faire confiance aussi à nos usagers, eh bien, on peut encore faire de l'action culturelle aujourd'hui. C'est différent, mais en même temps, on garde le lien. Voilà, je vais passer la parole à Benoît ensuite, qui va justement vous montrer comment on peut maintenir ce lien-là à travers la médiathèque Minecraft virtuelle. Et puis, mais juste avant, je vais vous laisser la parole si vous voulez, peut-être à travers les commentaires, et puis nos collègues de tour vont nous les faire remonter. Voilà, il y aura peut-être quelques petites secondes de décalage entre la diffusion et le son, mais on va vous écouter et vous y répondre dès que possible. Alors, nous, on a au moins 2 questions à vous poser, puis on va voir si ça, du coup, suscite des questions de la part des personnes qui nous regardent. La première, c'est est-ce que, du coup, les collègues qui ont participé à ces formations au Biblioremix ont envie d'en faire d'autres par la suite ou de continuer à utiliser ces outils? Est-ce que je vous pose la deuxième question dans la foulée? Bon, bah, Comme ça, vous avez tout c'est d'un comme vous coup. voulez. Je peux y répondre à la première. Alors, bien Et puis, évidemment, le effectivement, il mieux, y a ça eu des serait que... commentaires sur le fait que parmi les ados participants à ces ateliers, il y a pas mal de filles. Et comment vous avez travaillé cet équilibre, cette parité? Et s'il n'y avait pas vraiment de parité, est-ce que vous voulez à l'avenir capter davantage de garçons pour ces ateliers ou est-ce que c'est une question qui vous a travaillé? Très bien, bah, je vais répondre aux deux. Merci Gwendoline, merci à toutes et à tous pour vos réactions. Alors, la première question, bien évidemment, il faudrait la poser à mes collègues, mais je crois que vraiment, en tout cas,
la satisfaction qui a été celle de l'ensemble de l'équipe à la fin de cet atelier de Biblioremix, je pense, suffit pour dire que oui, on a envie de se relancer dans tout ça. On a maintenant des outils qui nous permettent de le faire plus facilement parce qu'on ne va pas se cacher que c'était quand même une grosse pression au début, il ne fallait pas se louper, il y avait un timing très serré, il fallait vraiment essayer d'être le plus dynamique, le plus motivant possible pour les jeunes. Mais même si on n'a pas eu l'occasion de le faire aujourd'hui, on le refera. Et on le refera pas uniquement avec les jeunes, on le fera aussi avec d'autres types de publics, de manière peut-être aussi avec des âges et des groupes sociaux différents, parce que c'est important pour nous vraiment d'associer le public, de ne pas faire uniquement une médiathèque pour eux, mais également avec eux, et ça fera un petit clin d'œil à nos collègues de Louise Michel qui sont intervenus aussi il y a quelques jours. Et puis bah, pour la parité, ou plutôt l'absence de parité, que vous aviez remarqué, je ne suis pas certain qu'on s'était fait, nous, le constat le jour même. On l'a vu peut-être dans un certain nombre de groupes qui étaient uniquement féminins ou uniquement masculins, que peut-être, oui, les sujets, les thématiques qui pouvaient être proposées pouvaient être influencés par cette composition-là. Mais on n'a pas fait d'effort particulier là-dessus pour équilibrer. Le but, c'était vraiment que les jeunes puissent participer, travailler autour d'un projet vraiment qui leur faisait envie. Voilà. Ça me semble vraiment essentiel, cette envie, cette motivation, cet enthousiasme qui était nécessaire pour qu'on arrive à garder vraiment les jeunes avec nous tout au long de la journée et de faire en sorte que les projets qu'ils allaient nous proposer soient des projets viables et qui donnent envie aussi aux autres. Voilà. Donc on n'a pas fait d'effort particulier là-dessus, je n'avais pas plus remarqué que ça, mais maintenant que vous le dites, effectivement, ça s'est ressenti un peu dans les thématiques des fois. Merci encore vraiment aux jeunes qui ont participé à cet atelier-là. C'est des jeunes qui, pour certains, Il y a continuent également à deux participer. questions Oui, du coup allez-y, sur la allez-y. discussion Facebook. La première, c'est comment vous pouvez toucher les non-fréquentants. Ouais. Et la seconde, c'est la gestion de la frustration des jeunes qui n'auront pas vu le résultat. Alors, pour ce qui est des non-fréquentants, on a essayé d'y répondre en partie justement en sollicitant l'Adosphère. C'est-à-dire que l'Adosphère avait cette particularité, cet intérêt pour nous qu'ils ont l'habitude de faire des ateliers de co-construction avec les jeunes, et puis qu'ils ont des jeunes vraiment d'horizons, d'univers très variés, qui viennent de l'ensemble du territoire de Verdun, de toute la ville de Verdun, des quartiers de Verdun, mais aussi de certains villages de la communauté d'agglomération. On est quand même dans une zone très rurale. Et puis également des jeunes, des garçons, des filles, des jeunes de 12 à 17 ans, et donc voilà, et qui pour la plupart n'étaient pas et ne sont pas des fréquentants, des usagers actuels de la bibliothèque et de la médiathèque, puisqu'on est aujourd'hui dans une médiathèque provisoire, en attendant les travaux du futur bâtiment. Ensuite, la deuxième question, c'était plutôt sur la frustration. Sur la frustration potentielle, on va essayer de la régler parce qu'on a essayé déjà de garder le lien avec un certain nombre d'entre eux. Donc on a des jeunes qu'on connaissait, parfois dans nos cercles d'amis, dans nos cercles familiaux, dans des copains de copains, etc., de jeunes qui viennent à la médiathèque. Et on arrive à garder le lien comme ça avec eux et on essaie de les associer vraiment au maximum aux différentes évolutions du projet. Donc ça, c'est vraiment la première chose. Et puis la deuxième, c'est ce que j'ai essayé de dire il y a un instant, c'est de dire qu'on a des jeunes qui ont participé à la journée de biblioramique autour du travail sur les deux alcôves et qui ont continué à participer à d'autres ateliers et notamment à la réalisation de la médiathèque sur Minecraft. Et donc je crois qu'on a quand même réussi aussi à dire, parce qu'il y a la frustration de ceux qui ne la verront pas, puis il y a la frustration aussi du délai de réalisation entre le moment où il y aura eu l'atelier Minecraft et la réalisation, il y aura eu 4 ans. Voilà, donc c'est quand même important, les jeunes grandissent, ils ont des centres d'intérêt qui évoluent, et donc on va essayer quand même de garder le lien avec eux comme ça, de communiquer avec eux. J'en profite également pour vous transmettre beaucoup de félicitations et de bravo de la part des personnes qui nous regardent. Donc, je vous les transmets. Voilà, beaucoup de bravo. Merci, merci vraiment de tout cœur à toutes et à tous. Mais voilà, il y a vraiment pas de plus belle satisfaction pour nous que de voir aussi les sourires, les souvenirs qui restent encore dans les esprits des jeunes qui ont participé à ces ateliers et qui nous font vraiment, qui nous donnent la motivation d'aller travailler tous les matins et de faire les choses malgré les difficultés, parce que c'est un projet qui est très conséquent, qui bouleverse complètement le travail des équipes, qui demande un investissement constant. Et voilà, tout ça, c'est vraiment des sources de motivation essentielles. À son écran, on va essayer de rebasculer du coup vers un écran de présentation où vous allez pouvoir
écouter et apercevoir Benoît qui va vous faire cette présentation autour de Minecraft. Je vous remercie toutes et tous. Donc, merci Mickaël pour ta présentation et merci de me laisser la main à présent. Alors moi, je vais vous parler donc d'un deuxième projet de co-construction qu'on a eu, pareil dans le cadre de la médiathèque L'Ancre, qui est la représentation visuelle en 3D de la médiathèque sur le jeu vidéo Minecraft. Alors, donc, on va regarder un petit peu donc, l'origine du projet, qui nous a amené à arriver vers ce projet-là. Comment est-ce qu'on l'a préparé? Les ateliers qu'on a mis en place avec un retour sur les points positifs et les points négatifs, et également le développement et l'avenir de notre projet. Alors, pour parler un petit peu de l'origine du projet, bah, je pense que je vais déjà commencer à présenter moi. Moi, je suis arrivé à la direction des bibliothèques du Grand Verdun en février 2020, donc il y a un peu plus d'un an à présent. Et ça faisait 10 ans que j'étais agent dans la quotidité du Grand Verdun. En fait, j'étais auparavant affecté au service des ressources humaines. Voilà. Donc, on a déjà entendu parler un petit peu de la médiathèque dans les autres services, hein, même en dehors de la direction des bibliothèques. Mais on avait très peu d'informations en fait. On ne savait pas trop ce qui se passait, on ne savait pas trop à quoi ça allait ressembler. On savait qu'il y avait un bâtiment qui allait être existant, qui allait être aménagé, mais on ne savait pas qu'est-ce qui allait vraiment en devenir. Donc quand j'ai intégré la direction des bibliothèques, j'en ai profité pour demander à Michael de me faire une petite présentation s'il pouvait, ce qu'il a aimablement accepté. Euh, donc il m'a fait une présentation sur plan, parce qu'on a très peu de visuels disponibles, hein. Je vous ai présenté par exemple les visuels sur la diapo. Euh, mais donc, moi, j'ai un petit peu de mal avec la lecture des plans, donc j'ai quand même du mal à visualiser réellement ce que sera la future médiathèque. Et dans le même temps, on a entendu parler de la bibliothèque de Reporters sans frontières. Donc, c'est une bibliothèque qui a été réalisée sur Minecraft. Alors, Minecraft, on va développer un petit peu après de ce qu'il en ressort exactement. Et si vous voulez, donc, cette bibliothèque-là, qui a pour objectif de lutter contre la censure numérique, euh, est réalisée sur le jeu vidéo Minecraft. Alors, elle a été réalisée par 24 personnes de 16 pays différents, donc c'est un projet mondial. Et en fait, l'énorme avantage qu'il y a dans Minecraft, c'est que là où dans certains pays, les médias sont censurés, contrôlés, voire même bloqués, bah, Minecraft, lui, est toujours accessible. Donc, en ayant mis, et c'est super intelligent, en ayant mis par exemple les livres qui sont bloqués dans ces pays-là disponibles sur Minecraft, et ben, les gens peuvent quand même les consulter, même si physiquement, ils ne peuvent plus avoir en main. Donc, ils garantissent quand même l'accès à la culture. Et donc, c'est un super projet. Comme vous pouvez le voir donc, sur la vidéo, donc, vous avez les vidéos de l'intérieur de la médiathèque qui se diffusent actuellement. C'est à la fois un vrai projet graphique, hein, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment magnifique, hein, les salles, il y a des alcôves par pays. Euh, et c'est également un vrai projet, une vraie réussite technique. Parce que donc le projet, pour l'instant, a été téléchargé par plus de 20 millions de joueurs faisant partie de 165 pays différents. Donc c'est déjà un projet qui a été énormément partagé. Et l'avantage de Minecraft, c'est qu'on peut diffuser des livres qui font jusqu'à 100 pages. Et actuellement, comme vous avez pu le voir, il y en a déjà 200 de diffusés dans la médiathèque. Donc vraiment un très beau projet de Reporters sans frontières. Et donc on s'est dit, à partir de ce moment-là, pourquoi nous, est-ce qu'on ne ferait pas la même chose à partir de Minecraft? Donc on a commencé à se baser un petit peu sur Minecraft, regardez ce que c'est. Alors Minecraft, c'est un jeu vidéo dit bac à sable. C'est-à-dire que le joueur est totalement libre de créer sa propre aventure. Si on prend le jeu vidéo de base, on va prendre Mario, hein, par exemple. Bien souvent, vous êtes le héros d'une aventure, il y a des règles qui sont établies. Vous devez aller sauver la princesse, hein, par exemple, en Mario, vraiment en tuant des monstres. Voilà, il y a un scénario qui est écrit, il y a des règles à respecter. L'avantage de Minecraft, c'est que là, bon, il y a évidemment également un monstre à tuer, mais on peut aussi totalement passer sur sa propre aventure, c'est-à-dire que vous pouvez décider, bah, moi je vais me construire mon village, je vais m'inventer un rôle de chevalier, magicien ou de n'importe quoi, et c'est totalement possible. Et vous pouvez même oublier complètement ce mode aventure et passer sur du créatif en construisant des structures. En plus, l'énorme avantage, c'est qu'il y a peu de contraintes de construction. La gravité est très relative. Il n'y a pas besoin de fondation, de choses comme ça. Ça va très vite à détruire et à reconstruire. Et il y a un très libre choix de blocs. Hein, on peut comparer ça par exemple par rapport à des Lego. Il y a un très libre choix de blocs
ont chacun des matériaux différents, avec leurs propres couleurs, leurs propres structures. Donc ça permet vraiment de faire des constructions très variées et très intéressantes. Alors Minecraft, c'était disponible à l'origine depuis 2009, c'est à l'époque sous financement participatif, mais la sortie officielle date de 2011. Donc ça fait déjà 10 ans, donc ce qui pour un jeu vidéo est très honorable. Et donc du fait de cette ancienneté et de la liberté qui est offerte par le jeu, eh ben, il y a des joueurs de tout âge en fait sur Minecraft. On va retrouver à la fois des enfants qui y jouent, ou des adolescents, et voire même des adultes. Alors, soit des adultes qui ont découvert le jeu il y a 10 ans et qui ont continué à jouer, soit qui ont été intéressés par cet aspect créatif et qui donc s'y sont mis. Alors, je vous ai mis une petite copie d'écran de YouTube que j'ai fait il y a quelques jours, et vous voyez qu'il y a encore des centaines de vidéos qui sortent chaque jour sur Minecraft, malgré que le jeu ait 10 ans, hein, et qu'en plus de ça, ces vidéos font des centaines, voire des centaines de milliers de vues. Donc c'est encore un jeu qui est très populaire aujourd'hui. Certaines chaînes YouTube sont d'ailleurs entièrement consacrées. Elles font vraiment que des vidéos Minecraft. Alors, il existe 4 versions différentes de Minecraft. La première, c'est la version historique, c'est la version Java. C'est celle qui est sortie en 2011. Elle est énormément modée par les joueurs, donc c'est-à-dire que les joueurs vont pouvoir apporter leurs propres modifications dans le jeu, que ce soit des modifications visuelles ou des modifications vont carrément créer des modes de jeu. Par exemple, on peut retrouver le mode du jeu du loup-garou sur Minecraft, alors que c'était pas du tout ça à la base. Il y a une seconde version qui est la version Bedrock. Alors, la version Bedrock, c'est celle que vous allez retrouver sur la majorité des plateformes. C'est-à-dire que vous allez la voir sur les consoles, sur la version Bedrock, vous l'aurez sur les tablettes, sur les smartphones, sur les PC également, les PC version Windows 10. Et l'avantage qu'elle a, c'est qu'elle est cross-platform. C'est-à-dire que si jamais vous avez la version Minecraft sur Switch, et vous avez un copain qui a Minecraft version Bedrock, on va dire sur PC, et ben vous allez pouvoir vous connecter au même serveur pour jouer ensemble, bien que vous ne soyez pas à partir de la même plateforme. Une troisième version, c'est une version qui est destinée majoritairement à destination des bibliothèques et des écoles, c'est la version éducation. Alors, ces versions-là, elles favorisent l'interaction entre les élèves et les apprentissages. Par exemple, vous avez des facilités pour gérer un groupe d'élèves, pour donner des consignes, pour donner des zones d'action limitées. C'est favorisé par rapport à ce point-là. Il y a aussi des blocs spéciaux, des blocs par exemple, comme vous l'avez sur l'image, des blocs faisant partie du tableau périodique des éléments. Voilà. Et enfin, il y a une quatrième version qui est également très intéressante, c'est la version Minetest. Alors, c'est pas Minecraft, c'est Minetest. Par contre, comme vous pouvez le voir sur l'image que j'ai mis à côté, c'est très ressemblant à Minecraft et c'est également très joli. C'est une version open source et donc totalement gratuite que vous pouvez télécharger sur le site que j'ai mis en lien. Cette version est mise à jour très régulièrement par sa communauté de développeurs. Et d'ailleurs, je m'en profite pour saluer Erwan, qui doit nous regarder normalement, qui est un développeur de Minetest et qui participe également activement à notre serveur à nous sur Minecraft. Donc, et qui nous aide beaucoup dans tous ces conseils de construction. Donc merci à toi, Erwan. Alors, une fois qu'on a fait ce tour-là d'un petit peu de destination du projet, on a commencé à regarder un petit peu ce qui se faisait déjà. On a fait une sorte de veille, en fait, hein, une sorte de veille autour de Minecraft. Et on s'est rendu compte que d'autres villes, d'autres collectivités avaient déjà un projet identique au nôtre. On peut par exemple citer celui de Rennescraft, qui est donc celui de la ville de Rennes, en fait, hein, où ils reconstruisent leur ville entièrement sur le jeu vidéo. Ils ont un serveur à ça. Et ils ont aussi l'idée, qui est très intéressante, de laisser libre cours aux usagers d'imaginer leur quartier en leur laissant la main sur les constructions, sur les améliorations que l'on pourrait apporter. Dans le même genre d'idée, on a aussi Morbicraft, qui est géré par Bibliothèque départementale du Morbihan, où eux, l'objectif, c'est de recréer les monuments et bâtiments classés dans le jeu. Et enfin, plus localement, pour nous, pour le Grand Est, on va citer par exemple le projet de la ville d'Épinal, qui ont reconstruit leur propre médiathèque sur le jeu. Et on a également fait une veille auprès du groupe Facebook Jeux vidéo en bibliothèque, sur lequel on a posé nos questions, on a expliqué un petit peu notre projet à la base, et on a également eu beaucoup de retours sur comment faire et qu'est-ce qui valait mieux, vers quoi il valait mieux se diriger. Donc, une fois qu'on avait fait ce tour, alors, on a créé un événement Facebook en fait pour parler de notre projet auprès de nos usagers
mais également auprès des habitants de notre ville. On a la chance en fait d'avoir un groupe Facebook. Tu sais que tu habitais Verdun-Cy, qui compte 24 000 membres, en sachant que la ville de Verdun compte 20 000 membres, côté d'Aglo 30 000. Mais en fait, ça nous permet, nous, de toucher assez rapidement des usagers ou des non-usagers de notre médiathèque. Et par exemple, pour faire un sondage ou pour parler de notre projet, nous, c'est vraiment super pratique. Euh, donc, conjointement à ces événements-là et à cette publication, on avait en fait tout simplement créé un formulaire d'inscription via un Google Form où on les invitait donc à s'inscrire en précisant diverses informations nécessaires pour l'inscription, l'âge, les contacts, nom des parents si c'était un mineur. Également, alors les seules conditions qu'on avait mis, on avait été quand même très large, mais peut-être restrictif. Les seules conditions, en fait, c'était de posséder le matériel nécessaire. Donc, nous, on avait choisi la version Minecraft Bedrock. Pourquoi on avait choisi cette version-là? Donc, c'était la version cross-platform, si vous vous rappelez avant. On avait choisi cette version parce qu'en fait, on avait déjà fait un sondage auparavant auprès des usagers pour savoir quelle version ils utilisaient et pour acquérir la version qu'ils utilisaient, en majorité, c'était l'objectif de toucher un maximum de monde au niveau des ateliers, mais également de permettre par la suite à un maximum de personnes de pouvoir se rendre sur notre serveur pour visiter les créations. Donc voilà, donc les seules conditions, c'était ça, c'était posséder la version Bedrock de Minecraft et également la console ou le PC nécessaire pour pouvoir y jouer. Au niveau des ateliers numériques de la médiathèque du Grand Verdun, c'est tout premier en fait. On est vraiment à l'initiation de tout ce qui est numérique. Comme je vous l'ai dit, moi j'ai été nommé il y a un an. C'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup de matériel et on avait demandé donc, aux usagers de pouvoir ramener le leur. Voilà, c'est les seules conditions que l'on avait. Alors, également en préparation des ateliers et du fait que l'on voulait une représentation réelle de notre médiathèque, on a dû préparer les plans en fait. Donc on avait repris les plans faits par le cabinet d'architecture donc qui est responsable du projet et on les a redéfinis à notre échelle Minecraft. Alors dans Minecraft, nous on a décidé que 1 mètre dans la vie réelle correspondait à 1,5 bloc sur Minecraft. Donc ce qu'on a fait en fait tout simplement, on a fait une règle 3, on a pris, comme vous pouvez le voir sur la diapositive, c'est peut-être un peu petit, désolé. On a pris les plans de l'architecture, on a tout mesuré donc en centimètres, on l'a rapporté en mètres, et au final, on a obtenu le nombre de blocs nécessaires pour la représentation en 3D de la médiathèque. Alors, du fait que on n'avait pas encore notre version de Minecraft, fait des délais administratifs, c'est un petit peu plus long. Donc en fait, on s'est entraîné, on a regardé la véracité de nos plans sur la version ManTest. Et donc vous voyez, c'est une version open source, mais le résultat était déjà très intéressant. Et donc ça nous permettait de vérifier si oui ou non les mesures qu'on avait fait sur les plans étaient exactes, ou si il fallait en reprendre. Tout à l'heure, je vous ai parlé également d'un serveur. Donc le serveur, en fait, il va être obligatoire pour accueillir plusieurs joueurs sur une même partie et leur permettre de construire les structures ensemble. C'est ce qui nous intéressait, c'était pas que chacun fasse de conseil, c'était vraiment une construction ensemble, une co-construction. Donc pour ça, on a fait appel à l'association Lana France. L'association Lana France, donc c'est une association locale du Grand Est, originaire de Nancy, je crois, qui est spécialisée vraiment dans tout ce qui est l'organisation d'événements autour du jeu vidéo, de grandes manifestations, et qui ont vraiment beaucoup de compétences là-dedans. Donc nous, on les connaissait déjà, parce que si vous voulez, ils interviennent, et ils organisent la majorité de la manifestation autour de jeux vidéo qui a lieu une fois par an dans notre ville, qui est Joystick Player, et qui accueille des centaines de participants d'ailleurs. Donc on savait qu'ils avaient l'habitude de gérer des choses très compliquées comme ça. Donc on a fait appel à eux pour fournir le serveur et on en est vraiment très content. Que donc le fait d'avoir fait appel à cette association, ça nous permet d'échanger quasiment quotidiennement en fait. On échange quasiment quotidiennement avec eux sur notre serveur. Ils ont des compétences sur le paramétrage, sur également l'aspect technique. Par exemple, bah, on a été touché simplement par l'incendie des serveurs OVH qui a eu lieu il y a presque un mois maintenant. Notre projet avait disparu du jour au lendemain. Et grâce à leurs compétences, en fait, et grâce à leur professionnalisme, ils avaient pensé à faire une sauvegarde juste avant l'incendie. Et ce qui a fait qu'on a pu rétablir tout le serveur
en une semaine seulement après le serveur, en perte. Et s'ils n'avaient pas fait ça, bah, on n'aurait peut-être pas pu vous présenter aujourd'hui, malheureusement, le résultat. Donc vraiment, merci à eux pour cela. Et ils ont également d'autres compétences qu'ils mettent à disposition. Par exemple, ils ont créé une vidéo de présentation que je vous diffuserai tout à l'heure. Lors de nos recherches, on a également découvert l'outil Minecraft à la carte, qui est proposé par l'IGN, donc l'Institut géographique national, qui permet de générer des cartes issues des cartes réelles et les générer dans le jeu Minecraft. Donc ça reproduit, comme vous pouvez voir sur la vidéo, ça reproduit fidèlement la topographie. Euh, ça permet également de générer un secteur assez important. Par exemple, nous, on a pu générer un secteur de 3 km². Ça correspond vraiment à la ville de Verdun, en sachant qu'on peut même aller jusqu'à 5 km². Après, ça va dépendre aussi des limitations par rapport à votre plateforme ou des paramètres choisis. Donc nous, on a pu faire 3 km², ce qui est déjà énorme en fait en termes de reconstitution à faire. Et en fait, cet outil-là était d'autant plus intéressant pour nous, parce que comme a dit Mickaël tout à l'heure, ce qui est prévu dans la médiathèque L'Ancre, au niveau du dernier étage, il y aura une terrasse qui donnera vue en fait sur le fleuve Meuse qui est juste en dessous. Et donc, ce qu'on a pu faire grâce à cet outil-là, c'est donner vraiment la visualisation de ce que sera la vue dont pourront profiter les usagers sur la terrasse. Donc, c'était vraiment un gros plus. Et encore une fois, donc, on a été aidé lors de notre recherche et de nos tests et paramétrages par les ingénieurs qui ont conçu ce programme. Ils nous ont également beaucoup aidé sur comment importer, comment régler un petit peu au mieux pour que l'expérience soit la plus satisfaisante possible. Donc encore une fois, merci à eux, merci à IGN pour ce travail. Ensuite, donc, il a fallu faire les ateliers. Alors nous, on avait programmé 3 ateliers de 2 heures chacun. On les a programmés juste avant le second confinement. De mémoire, c'était le 27, 28, 29 octobre 2020, je crois. Et le confinement, c'était le 1er novembre, donc on avait beaucoup de chance à ce niveau-là. Donc, c'était 3 ateliers de 2 heures. Hein, ça permettait d'avoir du temps quand même pour travailler, mais que ce soit pas trop long non plus pour les usagers. On a une vingtaine de participants qui sont inscrits. Alors, ils étaient âgés entre 8 ans pour les plus jeunes à 33 ans pour les plus âgés. Donc, vous voyez, hein, une tranche d'âge qui était vraiment très large. En sachant que la majorité, quand même, ouais, entre 11 et 13 ans, donc on est quand même des adolescents pour la plupart. Alors, en amont, comme vous l'a dit Mickaël, donc nous actuellement on est dans une médiathèque temporaire, donc on n'avait pas la place pour accueillir toutes ces personnes-là et mener ces ateliers, donc surtout avec les mesures sanitaires qui étaient en place à l'époque, hein, il fallait une distance de 1 mètre entre chaque participant, donc on n'avait pas la place dans notre médiathèque, donc il a fait réserver une salle dans la collectivité pour cela, une salle qui bénéficie également d'un débit internet suffisant pour accueillir toutes les connexions qu'il y aurait. Et également du fait que, comme je vous l'avais dit, donc on ne possède pas de matériel, fait que les usagers ramènent le leur, mais il fallait aussi qu'ils puissent se connecter au serveur. Donc pour cela, on leur avait transmis en amont des tutos, en fait, des tutos de connexion, hein, comme il en existe beaucoup sur YouTube par exemple, ou des impressions écran, pour suivre les bonnes démarches et pouvoir se connecter à notre serveur en amont. Voilà, donc l'objectif également était fixé, c'était de reconstruire la médiathèque. Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est de regarder la vidéo dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui a été réalisée par les membres de l'ANA France sur notre projet.
Voilà. Donc, comme vous avez pu le voir, euh, nous ne sommes pas arrêtés. euh, nous ne sommes pas arrêtés à la médiathèque. Le projet a depuis été étendu aux rues de Verdun. Et le centre-ville est actuellement d'ailleurs en pleine reconstruction. On est vraiment très fiers en fait du travail accompli par les usagers. Ils ont vraiment su faire preuve de rigueur dans le suivi des plans. Parce que voilà, il faut vraiment considérer, enfin savoir que les ateliers n'étaient pas un jeu en fait. C'était vraiment un travail qu'on leur demandait, parce qu'il fallait respecter des plans à la lettre. On est vraiment très fiers d'eux. La créativité, donc on leur a demandé à un moment de faire preuve de créativité, c'était plus sur l'ameublement en fait du bâtiment. Donc là, pour laquelle ils avaient carte blanche en fait, hein. Par exemple, ils ont par exemple décidé, ils ont une très bonne idée, ils ont par exemple décidé d'identifier chaque espace par une couleur. Comme ça permet vraiment d'identifier facilement chaque espace. Euh, on a également des difficultés qu'ils ont su répondre. Par exemple, dans le bâtiment, on a un ascenseur et nous, on ne trouvait pas le moyen de le faire fonctionner. Parce que, ouais, dans Minecraft, c'était plutôt compliqué, il fallait d'autres systèmes. Et en fait, ils ont eu l'idée toute simple et très ingénieuse, bah, c'est d'installer un haricot magique dans l'ascenseur et qui permet en fait de grimper, de naviguer entre les étages, de grimper et de descendre, et donc de rendre l'ascenseur vraiment fonctionnel. Donc, vraiment bravo à eux. Et grâce, en fait, au vu de tout leur travail qu'ils ont fait, on a décidé de les récompenser. Donc, pour cela, on leur a créé des goodies. Donc, on a créé des goodies en partenariat avec un Fab Lab qui est à proximité de chez nous, où on leur a imprimé des mugs et des t-shirts à partir de leur avatar personnalisé. Donc voilà, donc c'était une façon pour nous de récompenser à minima l'excellent travail, hein, je le dis encore une fois, travail qu'ils ont su faire, pour un coût minimum, hein, parce que si vous voulez, donc l'impression des tasses, c'était 6 euros par tasse, les t-shirts, c'était 8 euros, donc c'était vraiment ridicule. Mais au vu du travail récompensé, c'était. Voilà. Alors, bien sûr, tout n'a pas été parfait dans ces ateliers. Il y a quand même beaucoup de positifs à retenir. Le premier qu'on va citer, par exemple, c'est l'adhésion des usagers et des parents au projet. Parce que donc nous, on a du coup, donc ils étaient présents, hein, ils ont pu beaucoup communiquer également sur le projet de la médiathèque, en profiter pour communiquer. Euh, et certains parents ont vraiment pris part au projet et également aux ateliers. Ils sont pour certains restés l'ensemble du temps des ateliers et ils ont même donné leurs conseils, leurs propres conseils de construction. Donc c'était vraiment sympa. Là, il tient également au résultat, hein, comme vous avez pu le voir, donc le bâtiment de la médiathèque est construit. La médiathèque a été reproduite fidèlement. On l'a d'ailleurs présenté au cabinet d'architecture qui nous a confirmé que sa vision était conforme au résultat. Et ça, c'est vraiment très important pour nous, parce que c'est la médiathèque virtuelle de Minecraft qui ont été créées pourra désormais servir de véritable outil de communication à part entière sur le projet. Le dernier point positif à retenir, c'est également la création désormais d'un réseau de builders, de constructeurs, parce que, donc, comme je le disais, donc, on est vraiment, c'est le tout premier en fait, atelier numérique qu'on a lancé au sein de la médiathèque L'Ancre. Donc voilà, donc on a une première communauté qui est créée. Et on pourra s'appuyer dessus, par exemple, pour lancer nos futurs ateliers, pour en développer de nouveaux. En point amélioré, donc, bah, c'est par exemple les tranches d'âge, il aurait peut-être fallu les resserrer un petit peu. Parce qu'on avait un public très jeune, hein, comme j'ai dit, 8 ans, et il était plutôt difficile pour eux, vraiment, comme je le redis encore une fois, c'était vraiment du travail, de respecter en fait les plans euh, qu'on avait sur Minecraft, et de rester concentré pendant 2 heures sur 3 jours. Du coup, certains, à un moment, lâchaient un petit peu et étaient plus concentrés sur les coups pour la chasse aux monstres, pour la bataille, que vraiment pour suivre des plans, ce qui est compréhensible. Le deuxième point, c'est également les connexions serveurs depuis les Nintendo Switch. En fait, donc, comme j'ai dit, on a choisi la version Bedrock parce qu'elle permettait ce multiplateforme, cette connexion entre différentes plateformes. Mais on se rend compte que la connexion via les consoles, Nintendo et PlayStation, est très difficile en fait. Alors déjà, il faut avoir un compte Microsoft qui est gratuit, hein, mais voilà, il faut en disposer un. Il faut bénéficier d'un abonnement online pour jouer en online depuis les consoles, donc qui est payant.
et il faut également rentrer dans les paramètres DNS des consoles pour pouvoir se connecter en serveur. Et malgré tout ça, encore des fois, le résultat se faisait aléatoirement. Donc on a eu vraiment beaucoup de difficultés, surtout la première journée, c'était assez difficile. Et on se rend compte que maintenant, au final, en fait, la majorité des usagers se connectent depuis un PC. Alors, voilà, donc c'est dommage. Alors, on ne remet pas version Bedrock en cause, hein, tout à fait, pourquoi parce que ça permet quand même des choses, de faciliter des choses, notamment l'insertion de PNJ, qu'on verra tout à l'heure, qui sont favorisées. Il y a également une amélioration graphique par rapport à la version Java grâce au ray tracing. La condition, encore une fois, c'est d'avoir un outil puissant, enfin un matériel puissant pour pouvoir la faire tourner. Mais ça pourra nous servir également pour mettre en valeur nos réalisations sur des vidéos avec des graphismes améliorés. Et le dernier point un petit peu négatif, c'est en fait c'est tout ce qui est imprévu en dernière minute. On s'était par exemple assuré d'avoir une salle suffisamment équipée au niveau du débit Internet. On s'est rendu compte que ce n'est pas du tout le cas le premier jour, donc on a dû faire appel en urgence à notre service informatique qui a su régler le problème en nous apportant des connexions supplémentaires, et heureusement. Et voilà, il y a toujours une phase d'imprévu, surtout quand c'est pas notre matériel, c'est encore plus compliqué. Donc voilà. Bon, ces soucis n'ont pas empêché toutefois les usagers de s'amuser, hein. Par exemple, le premier jour, c'est là qu'on avait beaucoup plus de soucis. Nos usagers, ils sont quand même amusés. Ils ont par exemple découvert l'usage de la TNT dans Minecraft. Je pense qu'ils connaissaient déjà. Et donc, au lieu de reconstruire la médiathèque, ils nous ont recréé les tranchées de Verdun. Voilà. C'est pas l'objectif, mais ils sont quand même amusés, et c'était le principal. Alors, pour la suite et l'avenir du projet, donc comme je l'ai indiqué précédemment, donc le projet continue toujours à se développer. On était parti de la médiathèque, maintenant on se développe sur la ville de Verdun. On communique régulièrement avec notre groupe de builders via un groupe Discord. Discord, c'est un réseau social qu'utilisent beaucoup les gamers en fait. Et donc on échange quotidiennement sur par exemple les projets en cours, sur les bâtiments qui se construisent, également sur les techniques de construction, que chacun va apporter ses connaissances ou des connaissances qu'il aura apprises via d'autres tutos YouTube ou qu'il aura vu sur Internet. Donc on échange énormément sur ce projet-là. Ce groupe Discord nous permet également de recruter de nouveaux participants. On leur explique le projet, ils nous apportent leurs connaissances, voilà, on fait connaissance également sur ce groupe-là. Et tout ça, c'est également possible par le fait qu'on a un serveur, parce que du coup, chacun peut se connecter quand il veut, d'où il veut, et uniquement la condition qu'il possède une connexion Internet. Voilà. Un des autres points qui est fort également de notre projet, et je pense qui a beaucoup fait parler, enfin en tout cas vraiment beaucoup plus que ce qu'on attendait, ça a été notre soirée d'inauguration. Soirée d'inauguration officielle avec Monsieur le Président de la communauté d'agglomération, Samuel Lazare, également notre élu de la culture, Monsieur Anthony Grigio. Euh, on a la chance également d'avoir deux élus qui ont vraiment pris part au projet, qui ont joué le jeu. Euh, Ils ont d'ailleurs réellement joué au jeu, hein, c'est vraiment eux qui se baladaient durant l'inauguration. Ils ont été formés 2 heures avant au jeu, mais c'est vraiment eux qui se baladaient. Ils ont coupé le ruban virtuel qu'on avait mis en place et ils découvraient après en direct la médiathèque qui a été réalisée. Alors, à notre connaissance, il s'agit de la première inauguration officielle d'une médiathèque sur Minecraft. Donc, on est vraiment content de ça. Et ça a plutôt bien marché, parce que lors de la diffusion en direct, on avait en moyenne une audience c'est une inauguration en direct qui avait lieu sur Facebook. On avait une audience moyenne de 50 viewers euh, lors de la diffusion. Ce qui était déjà très intéressant par rapport aux résultats de nos publications qu'on fait habituellement sur le compte Facebook de la médiathèque. Et cette vidéo est restée enregistrée et elle utilise à présent plus de 1800 vues. Donc là, ce qui est de loin notre meilleur résultat en termes d'audience. Donc c'est une vraie réussite. Elle a également eu droit à plusieurs échos, que ce soit par exemple dans la presse régionale, comme l'Est républicain, qui nous a fait un très bel article, merci à eux, ou encore un article dans Actualité. Pareil, un superbe article. Donc on ne s'attendait vraiment pas à toucher autant de personnes, mais vraiment très content. Et on a également des retours sur les réseaux sociaux. Par exemple, sur le groupe Jeux vidéo en bibliothèque, on voit que l'article d'actualité, par exemple, est régulièrement reposté sans que ce soit nous qui le faisions. Donc, on pense que ça intéresse beaucoup de monde. Alors, pour la suite, pour l'avenir, on a encore de nombreux projets en développement, hein. Comme je vous l'avais dit,
On a la reproduction de la ville qui est en cours. C'est un projet qui va prendre énormément de temps, hein. On a 3 km² à reconstruire. Donc on le fait à partir de prises de vue Google Street ou de photos personnelles. Euh, voilà, la condition, c'est d'être le plus fidèle possible à la réalité, que chacun puisse reconnaître Verdun, quel que soit l'endroit où il se trouve. Le projet nous permettra également de travailler en lien avec d'autres directions de la collectivité. Je pense notamment à notre direction de l'urbanisme. Par exemple, lors de construction de nouveaux quartiers, un petit peu sur l'exemple également de Renecraft que je citais tout à l'heure, et ben, laisser la possibilité à nos usagers d'imaginer leur propre quartier idéal, proposer ainsi des projets qui pourront être reproduits dans la réalité. Donc ça, c'est également un des atouts du serveur. Et il pourra également servir à mettre en valeur notre patrimoine. C'est-à-dire que la version Bedrock, comme je disais tout à l'heure, permet l'implantation de PNJ. Et comme vous le savez également, Verdun a un passé très riche. Donc ces PNJ-là, on peut les insérer sur notre serveur pour raconter l'histoire de tel bâtiment, de tel lieu, à travers soit de textes, soit à travers carrément de mini-scénarios que pourront suivre les usagers. Et donc faire découvrir, voilà, ça sera une occasion également de mettre en valeur le patrimoine via un jeu vidéo Minecraft. C'est un nouvel outil. Euh, et enfin, il pourra également servir de base à de futurs ateliers autour du numérique. Hein, on a de nombreux monuments et statues qui sont spécifiques à Verdun, qui sont bien évidemment pas dans le jeu Minecraft, euh, mais c'est possible de modder le jeu et donc d'apporter nos propres modifications et pourquoi pas de modéliser euh, les statues, les monuments particuliers que l'on a pour les implanter dans le serveur. Donc ça, c'est aussi quelque chose que l'on peut faire avec nos usagers lors d'ateliers. Voilà. Alors, j'espère que la présentation vous a plu. J'ai terminé. Alors, j'aimerais bien savoir en commentaire si vous pouvez m'indiquer quelles idées de développement vous plaisent le plus. Euh, Également, si vous avez d'autres idées, hein, on est vraiment preneur d'idées sur l'avenir du projet. Voilà, également, pourquoi pas nous dire si vous utilisez Minecraft, soit dans votre médiathèque, soit à titre personnel, et si oui, quelle version? Voilà. Aude de Villers, je ne sais pas si vous avez des questions complémentaires. On a une question pour vous. Qu'est devenu l'espace ado BD? Ah, alors, du coup, il est resté comme tel, c'est-à-dire c'est pas un espace qui est réservé uniquement aux Vous adolescents. m'entendez? Qu'est devenu l'espace ado BD? Oui, tout à fait, Gwendoline, effectivement, c'est ce que nous étions en train de dire, hein. C'est un espace qui reste tel quel, c'est-à-dire que la mezzanine, pour l'instant, dans le projet tel qu'il est encore acté actuellement, on doit réfléchir encore à l'aménagement du mobilier, à un certain nombre sur l'offre de la future médiathèque, mais cette mezzanine sera de toute façon réservée aux BD et aux mangas, ou en tout cas à une partie de ces collections-là, sachant que ça ne sera pas uniquement réservé aux ados, hein. Donc voilà, il n'a pas vraiment évolué. On s'est vraiment concentré avec les adolescents sur les deux alcôves pour faire en sorte qu'ils aient plusieurs espaces, hein, et qu'ils se sentent bien dans plusieurs espaces et pas uniquement agglutinés sur la mezzanine. De toute façon, on reprendra un petit peu, hein, Mhm. les commentaires après la vidéo, après le live, et puis on pourra bien évidemment compléter avec les réponses vraiment aux différentes questions qui ont été posées ou aux remarques qui ont été formulées. Et puis, je crois, hein, Gwendoline, vous l'avez dit tout à l'heure, qu'on aura aussi la possibilité de retrouver cette vidéo et puis nos diaporamas respectifs sur le site de BibDoc. Et nous mettrons Absolument. également de notre côté sur la page Facebook de la médiathèque, vous pourrez retrouver l'enregistrement de cette vidéo et puis également sur notre page, notre compte YouTube. Voilà, vous avez plein de possibilités de le faire. Et puis, je pense qu'on mettra les liens, etc., vers les Ça, c'est différentes bien. solutions. Je pense, j'ai vu notamment, hein, il y avait une question dans le fil tout à l'heure sur les différents outils qu'on a utilisés, notamment en termes de prototypage pendant la journée Biblioremix. Voilà, je vais voir avec Nicolas Bedon si on peut vous transmettre ces choses-là, mais c'est des éléments qui, de toute façon, il comptait présenter, lui, dans le cadre de BibDoc en 2020, et ensuite peut-être dans d'autres cadres. Donc voilà, je pense pas que ça devrait poser souci. On vous expliquera tout ça, et faut absolument pas hésiter à nous contacter s'il y a des choses qui vous ont intéressé, s'il y a des prolongements que vous voudriez peut-être avoir de votre côté. On reste bien évidemment à votre disposition pour en discuter. On est très, très content et très fiers ce matin de pouvoir vous présenter ce projet. Voilà. On était vraiment très, très heureux avec Benoît et avec toute l'équipe de se dire que voilà, Verdun trouvait une petite place dans cette belle programmation.
au milieu de grandes médiathèques, de lieux tout à fait reconnus dans le milieu. Et voilà, on est content de trouver cette place-là. J'en profite peut-être, s'il n'y a pas d'autres questions, mais on y répondra bien volontiers si elles arrivent, pour remercier vraiment tous mes collègues qui ont contribué vraiment à ce que ce live se passe dans les meilleures conditions possibles, même si c'était pas idéal, on en convient, mais voilà, Benoît qui a fait un gros travail et qui a une faculté d'adaptation redoutable. Nos collègues du service communication qui ont assuré aussi la modération de la page. Notre collègue Cindy qui est également derrière la page Facebook et qui nous a apporté son concours. Et puis toutes celles et tous ceux qui nous soutiennent et qui sont là. Et voilà, l'idée c'est surtout que le projet vive encore. Voilà, c'est surtout ce qui nous importe. C'est une période qui est pas simple à gérer pour l'équipe parce qu'il y a beaucoup de choses. On a dû faire face à un déménagement, un emménagement, à une informatisation des collections en l'espace de 3 mois. Donc, c'est des changements qui sont vraiment énormes pour toute l'équipe. Et je lisais effectivement sur les possibles améliorations ou possibles outils, activités qu'on pourrait proposer en termes de numérique. Je ne crois pas qu'on l'ait dit avec Benoît, mais il y a 3 mois, la médiathèque de Verdun n'était encore pas informatisée. On avait encore des fiches, on tamponnait encore. Et voilà, il faut s'imaginer que la présence et l'arrivée du numérique, c'est très récent. Et tout ça s'est fait en l'espace d'une année avec vraiment l'investissement de Benoît et de toute l'équipe. Et c'est pas simple, mais tout le monde y croit et tout le monde fait les efforts nécessaires pour le faire. Donc voilà, on est bien évidemment ouvert à toutes les propositions que vous pourrez faire. Oui, notamment pour attirer davantage de jeunes filles, de femmes, autour de ces activités de jeux vidéo, de numérique. Voilà, il faut absolument pas hésiter. Elles sont présentes aujourd'hui. C'est peut-être les garçons qui sont les majoritaires, mais ils sont présents. Et si vous avez d'autres suggestions, on est tout à fait ouvert à vos remarques et à votre aide. On a une question. Les jeunes builders ont-ils fait d'autres propositions spontanément ou avez-vous dû impulser certaines propositions? Par exemple, la proposition du PNJ, on l'a impulsée. Alors, ce qui se passe, c'est que des fois, donc nous, on a des idées et on demande en fait à nos usagers est-ce que c'est possible? Parce que bien souvent, on se rend compte que c'est eux qui maîtrisent mieux Minecraft que nous. Donc, on lance comme ça des fois des idées et ils nous disent ce qui est possible de faire. Euh, on avait quand même des choses qui ressortent d'eux-mêmes. Par exemple, si je reprends un petit peu le PowerPoint, on avait par exemple voilà, sur, sur la, au niveau de l'entrée de l'encre, donc la médiathèque, quand vous entrez dans la médiathèque, maintenant vous avez un message de bienvenue qui s'affiche, et ça c'est vraiment eux qui l'ont mis en place. Donc ils connaissent des techniques qu'on ne connaît pas et qui bien souvent le font. Après, il faut des fois relancer un petit peu au niveau du serveur pour montrer que le serveur continue de vivre, ce qui est important, mais ils sont quand même très investis. Ouais, et puis il y a une histoire de confiance, hein. Je crois Mm. que Benoît, il s'en rend pas bien compte parce que pour lui, c'est naturel. Mais il y a vraiment quelque chose qui est très étonnant hein, dans ce projet-là. C'est vraiment la confiance qui a été accordée à un certain nombre de constructeurs, parfois très jeunes mais très Mhm. doués. Et Très ils mature, ont, oui. ils ont les mêmes droits d'administrateur que Mm. Benoît sur le serveur. C'est-à-dire que vous, si vous y connectez, vous arriverez en mode aventurier. Alors moi, je ne suis pas un spécialiste non plus, mais en gros, vous pourrez découvrir, vous pourrez activer les guides touristiques qui sont installés dans la ville, vous pourrez vous téléporter à tel ou tel endroit de la médiathèque, et vous ne pourrez pas détruire, vous ne pourrez pas construire. Là, les jeunes qui sont associés au projet, qui pour certains avaient déjà participé au Biblioromix, qui sont revenus aux ateliers de construction Minecraft et qui encore aujourd'hui font vivre le serveur, eh bien, ces jeunes-là, il y a vraiment une confiance Mm. absolue qui leur a été donnée. Et je crois que c'est vraiment pour eux, ils se sentent vraiment dépositaires de ce projet-là, au même titre que Benoît ou au même titre que le reste de l'équipe de la médiathèque. Et ça, c'est quelque chose qui est important, je pense, c'est-à-dire que ça ne soit pas juste des mots, mais réellement, on leur fait confiance. Et alors après, on sait qu'on peut compter sur l'appui technique de l'équipe de l'ANA France, hein. Voilà, le jour où il y a un souci, on peut revenir, on a des sauvegardes jusqu'à 2 ou 3 jours, il me semble. Donc voilà, heureusement, on a ça, mais il y a une vraie confiance. Et ça, c'est très, très important. D'autant que cette confiance, elle va manifestement dans les deux sens. Donc, ce participatif a aussi été construit dans un rapport de réciprocité entre vous et les acteurs qui ont participé à ces actions. Oui, et au-delà du coup, au-delà de ces actions même, c'est-à-dire qu'il y a une vraie communauté qui est en train Mm. de se créer. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure pour le Biblioremix, mais c'est également valable pour le projet sur Minecraft.
on a de vrais ambassadeurs de la médiathèque. Je disais dans les commentaires, le papa d'un des talentueux ingénieurs du Biblioremix qui se réjouissait effectivement et qui disait, oui, oui, tout à fait, mon fils est encore là, il en parle souvent et il s'en fait le relais auprès de ses amis. Et ça, c'est quelque chose qui est important. C'est vrai, hein, je disais aussi dans les commentaires tout à l'heure que ça paraît être quelque chose qui ne parle qu'à une niche d'usagers, à des spécialistes de Minecraft, etc. Et ces spécialistes-là, ce sont ceux qui font vivre le serveur au quotidien, ceux à qui on peut faire confiance justement parce qu'ils ont l'expérience et l'expertise suffisante pour faire avancer le projet. Mais à travers leur travail, grâce à leur production, eh bien en fait, on a quelque chose qui est très ouvert parce que ce serveur-là, vous pouvez vous y connecter depuis n'importe quel compte Minecraft, depuis n'importe quel endroit du monde, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. C'est-à-dire qu'à force, on va pouvoir aussi permettre aux uns et aux autres de visiter la médiathèque, de découvrir peut-être des documents ou des éléments comme on a pu le voir pour la Bibliothèque sans frontières, hein, la bibliothèque non censurée de Reporters sans frontières. On va pouvoir faire découvrir aussi la ville de Verdun à travers des joueurs, quoi, des petits personnages non joueurs, là, ces PNJ qu'évoquait tout à l'heure Benoît. On peut, en leur demandant, en leur posant des questions, découvrir des monuments de Verdun, si on est aux États-Unis, en Éthiopie, ou à minuit, 2 heures du matin, ou à 18 heures. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même formidable, qui est très ouvert pour le coup, et qui est vraiment très ouvert. Et on pourra également, ça c'est quelque chose qui a été validé à la fois politiquement et puis au sein de notre administration, de manière transversale avec les autres services. Benoît évoquait la question des aménagements urbains, c'est-à-dire que maintenant qu'on a cette petite communauté-là, elle va pouvoir être utile aussi à d'autres projets que ceux de la médiathèque. On peut imaginer, lorsqu'on va avoir l'aménagement d'un quartier de Verdun, eh bien, de solliciter les usagers, de leur proposer plusieurs versions sur le serveur d'un même quartier et de les associer à, voilà, quel serait pour vous votre quartier idéal, quelle solution vous validez plutôt qu'une autre. Et donc, ça va bien au-delà de la médiathèque et de cette petite niche de builders. Et je tiens à redire, vraiment, ils sont très, très utiles. On les en remercie de tout. Juste du coup, une petite question. Est-ce que dans la future médiathèque, vous aurez des ordinateurs avec Minecraft dessus? Ou est-ce que c'est pas encore... Oui, oui, tout à fait, il y aura Minecraft également dessus. Alors là, ça y est, on a commencé à acquérir du matériel numérique, on a une Switch et on a Minecraft dessus, avec l'abonnement pour nous permettre d'accéder au serveur. Ça aurait été dommage sinon. Mais oui, oui, ça sera prévu. Et sur PC, parce que, comme le Oui. disait Benoît, c'est quand même beaucoup plus natif sur ordinateur, beaucoup plus facile, et on voit qu'ils sont un petit peu vraiment, surtout là, à partir des ordinateurs. Ouais. On va essayer de les avoir, et c'est prévu en tout cas. Voilà, si des prestataires d'ailleurs nous écoutent, hein, on a lancé il n'y a pas longtemps notre marché informatisation, donc voilà, faut pas hésiter à y répondre, ça sera l'occasion de le faire. Alors, Benoît me montrait un commentaire. Ouais, c'est vrai. Alors oui, tout à fait. On peut vraiment imaginer beaucoup de prolongements à ces deux expériences vécues. Là, c'était vraiment un retour d'expérience, mais on a plein d'autres idées, on a plein d'autres choses qu'on est en train de mettre en place. Et effectivement, on peut imaginer aussi co-construire, pourquoi pas, une partie de la politique documentaire, de l'aménagement, du mobilier. Ça, c'est des choses qui sont encore possibles de faire alors que les travaux vont débuter et vont durer pour 2 ans environ. Donc voilà, on va essayer bien évidemment de profiter de cette expérience-là, de ce qu'on a pu en tirer comme bénéfice et comme aussi éléments négatifs qu'on a pu identifier pour vraiment faire de la co-construction, non pas simplement des événements, mais une façon de faire au quotidien. Voilà. Vous avez également la question d'un petit retour sur le rôle des élus. Est-ce que les élus interviennent avec une validation en amont ou est-ce qu'il y a une relation de confiance également sur ce projet entre vous et les élus? Voilà, Benoît pourra vous répondre vraiment sur le projet de Minecraft, mais on a vraiment cette chance-là d'avoir Mm. aussi une confiance tout à fait importante de la part de nos élus. C'est-à-dire que eux, ils ont validé dès le départ le fait qu'on construise avec les usagers. Je l'évoquais dans le cadre du Biblioremix, ils ont bien évidemment validé le projet qui a été proposé par les jeunes, sachant que techniquement et architecturalement parlant, j'allais dire, c'était faisable. Et donc, ils nous laissent vraiment une grande, grande Mm. liberté d'action là-dessus. Et vraiment, on a la chance de pouvoir compter sur leur confiance et sur la souplesse qu'ils nous accordent pour pouvoir mener ces actions-là. Donc oui, oui, c'est vraiment le cas. Et puis, ils jouent le jeu, en plus de nous soutenir. C'est-à-dire que ils ont quand même fait une inauguration virtuelle sans avoir Mm. jamais joué au jeu avant.
Voilà, on est vraiment ravis qu'ils puissent s'impliquer autant dans ce projet-là et dans les projets de la médiathèque de manière générale. Ils ont commencé à jouer à Minecraft 1 heure avant et ils ont inauguré, cassé le ruban bleu, blanc, rouge devant. C'était pas forcément simple, mais ils l'ont fait. Et ça répondra peut-être aussi encore à la question de la niche hein, qu'évoquait une collègue, je pense, tout à l'heure dans le chat. C'est vraiment un jeu qui est facile à prendre en main. Voilà, on peut aussi, et on fera en sorte, une fois cette construction achevée, de faire toute la médiation nécessaire qui s'impose pour pouvoir accompagner les usagers dans la prise en main de cet outil-là. Parfait, je vous remercie et je pense que tout le monde vous remercie également pour cette présentation à la fois claire et clairement passionnante. On espère pouvoir venir vous voir à Verdun avec la nouvelle médiathèque prochainement. Ouais, c'est ça. Et puis, encore une fois, merci et bravo pour ce projet très enthousiasmant et qui nous, je pense, tous nous intéresse vivement. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose, Aude. Un grand merci. Et on va clore cette journée d'études BibDoc. Voilà. Merci à Donc, toutes et à à tous. vous. N'hésitez pas, voilà, on est à votre disposition pour celles et tous ceux que ça intéresse.